Quand le téléphone a sonné cet après-midi-là, je n'y ai pas prêté attention. Le nom de ma mère sur l'écran signifiait généralement un rappel pour des rendez-vous médicaux ou une discussion sur la météo à Cap Cod. J'ai répondu joyeusement, m'attendant à moitié à l'entendre se plaindre de l'humidité. Au lieu de cela, sa voix était plus légère, presque étourdie de joie. Colin va se marier, a-t-elle annoncé, comme si elle avait retenu la nouvelle jusqu'à ce qu'elle devienne trop grande pour être contenue. Pendant un instant, une chaleur a éclos dans ma poitrine. Mon jeune frère, qui se rangeait enfin. J'ai imaginé une église, une salle de réception, peut-être même un orchestre. J'ai souri, prête à poser des questions sur la date, les invitations et où je devais envoyer ma réponse, mais ma mère ne m'a pas laissé le temps de le faire. C'est uniquement la famille, a-t-elle dit sèchement. Et Sarafen, tu n'assisteras pas à la cérémonie. Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. J'ai cru avoir mal entendu. Je n'assisterai pas quoi. C'est la décision de Colin, a-t-elle continué. Il veut que ce soit un petit événement, privé, juste la famille proche. J'ai ri une fois, d'un rire bref et sec. Je suis de la famille proche. Elle a soupiré comme elle le faisait toujours quand elle pensait que j'étais difficile. Tu sais ce que je veux dire. Son genre de famille. Tu comprendras un jour. Je me suis rassise, abasourdie et réduite au silence. Mon frère se mariait, et non seulement j'étais exclu, mais ma mère montait la garde à la porte, s'assurant que je reste à l'écart. Avant que je puisse formuler une réponse, elle a poursuivi, son ton devenant presque désinvolte. Quoi qu'il en soit, Colin et Léona adoreraient utiliser la maison de la plage pour leur lune de miel. Ils pensent que ce serait l'endroit parfait pour se détendre. Envoie-leur simplement les clés avant le week-end prochain. Voilà. Le véritable but de l'appel. Pas pour partager une joie, pas pour m'inviter, mais pour demander l'accès au seul endroit qui avait toujours été le mien. Ma poitrine s'est serrée. La maison de la plage n'était pas seulement une propriété. C'était des étés d'air salin et de châteaux de sable, de longues soirées avec des livres au bord des vagues, le seul endroit où je m'étais jamais senti vraiment chez moi. J'ai forcé ma voix à rester stable. Je vais y réfléchir, ai-je dit, bien qu'à l'intérieur, quelque chose de tranchant et d'inflexible commençait à se former. Une fois l'appel terminé, je suis resté assise dans le silence de ma cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur étant le seul son. L'exclusion me brûlait, mais en dessous, un autre feu a pris, et ce feu allait me suivre dans les souvenirs de ce que cette maison signifiait vraiment. Après la fin de l'appel, je me suis retrouvé à fixer la petite clé en laiton suspendue à un crochet près de la porte arrière, la clé de la maison de la plage. Ma main me démangeait de la prendre, mais au lieu de cela, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé les souvenirs affluer. La maison nous appartenait depuis mes 12 ans. Mon père l'avait achetée après des années d'économie, une modeste maison en bardage de bois face au littoral de Cap Cod. Elle n'était pas grandiose, mais pour moi, elle était magique. L'air salin, le fracas incessant des vagues, la façon dont le soleil plongeait, orange, dans l'horizon. C'est là que j'ai appris à respirer librement. À l'époque, Colin l'adorait aussi. Il avait 9 ans et me suivait toujours avec ses pieds sablonneux, me suppliant de construire des châteaux ou de faire la course avec lui jusqu'à l'eau. Nous passions des étés entiers avec des genoux écorchés, des mains collantes de glace et des rires résonnants contre les dunes. Pendant un temps, la maison de la plage était le seul endroit où nous étions égaux, juste un frère et une sœur. Pas de comparaison, pas de favoritisme. Mais les choses ont changé. Mon père est décédé quand j'avais 25 ans, et son testament m'a désigné comme l'unique propriétaire de la maison. Colin a obtenu d'autres biens, mais pas la maison. Je savais pourquoi. Papa me faisait confiance pour la préserver, pour la maintenir comme l'ancre de la famille. Colin ne me l'a jamais pardonné. Depuis, à chaque fête, il a fait des allusions, parfois en plaisantant, parfois non, sur le fait que c'était injuste. J'avais l'habitude de balayer cela d'un revers de main, me disant qu'il était juste envieux, que ça passerait. Mais le ressentiment n'a fait que s'approfondir, nourri par la façon dont ma mère le comblait. Pour elle, Colin était le fils en or, plein de promesses, même lorsque sa vie était bâtie sur des emprunts et des excuses. Maintenant, des années plus tard, ce même ressentiment avait pris forme. Il ne se contentait plus de convoiter la maison. Il l'exigeait comme si elle lui avait toujours appartenu. La clé brillait dans la lumière de l'après-midi, et je savais qu'il ne s'agissait plus de souvenirs. Il s'agissait d'une limite qui avait été franchie, une que je ne pouvais plus ignorer. Et franchir cette limite rendrait l'image de Colin,
Le fils en or, plus nette, plus dangereuse. Colin avait toujours su comment charmer une assemblée. Il pouvait arriver en retard, non préparé, et repartir quand même avec des éloges pendant que j'étais assise, invisible, dans un coin. Enfant, il était le malicieux, celui qui contournait les règles, celui que ma mère défendait avec un rire doux et un hochement de tête. C'est tout Colin, disait-elle, comme si ces 3 mots excusaient tout. Cela n'avait pas changé avec l'âge. Il passait d'un projet d'entreprise raté à un autre, empruntant toujours, promettant toujours la prochaine grande chose. Chaque fois qu'il trébuchait, ma mère appelait ça de la malchance, tandis que n'importe lequel de mes succès était traité comme attendu, rien d'extraordinaire. J'ai cessé d'attendre de la reconnaissance il y a des années, mais être exclu de son mariage a tracé la ligne d'une encre plus sombre. Léona, sa fiancée, correspondait parfaitement au tableau. Elle venait d'une famille au nom respectable dont la fortune avait diminué en même temps que leur compte en banque. Je l'avais rencontrée une fois lors d'un dîner de fête. Gracieuse, polie, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle se comportait comme quelqu'un à qui on avait appris que les apparences étaient une question de survie. Il n'était pas difficile d'imaginer pourquoi Colin l'avait choisie. Par sa simple présence, elle lui donnait l'air de réussir, et il lui offrait l'illusion de la stabilité. Leur mariage, qualifié de familial uniquement, n'a jamais été destiné à être petit. Il était soigneusement orchestré, une scène où Colin pouvait se tenir au centre, admiré, pendant que j'étais complètement effacé du scénario. Mon absence ne serait pas une erreur. Elle serait intentionnelle, un effacement. Pendant des années, j'avais été la sœur silencieuse, celle qui avalait les affronts et passait à autre chose. Mais en écoutant ma mère me rejeter si facilement, j'ai réalisé que mon silence leur avait simplifié la tâche. J'avais permis à Colin de devenir le fils en or sans contrôle. Et maintenant, face à cette exclusion délibérée, je sentais le silence commencer à se briser. La douleur de l'exclusion ne s'est pas estompée. Elle s'accrochait à moi comme le sel sur la peau, s'infiltrant dans chacune de mes pensées. Pendant des jours après l'appel, j'ai rejoué les mots de ma mère dans ma tête, son rejet calme, sa transition sans effort entre l'annonce que je n'étais pas la bienvenue au mariage de Colin et la demande des clés de ma maison. La cruauté n'était même pas déguisée. Elle était désinvolte, comme si je n'étais rien de plus qu'une note en bas de page, utile uniquement pour ce que je possédais. Au début, j'ai porté l'humiliation en silence, comme je l'avais toujours fait. J'ai continué mes routines travail, courses, soirées passées en silence en prétendant que cela n'avait pas d'importance. Mais chaque fois que je prenais une tasse de café ou que je pliais du linge, l'amertume revenait. L'histoire de ma famille avait toujours été écrite avec Colin au centre, et on attendait de moi que je joue le rôle de la sœur silencieuse et agréable. Pendant des années, je me suis dit que garder le silence était une forme de force, que cela prouvait que j'étais au-dessus de leur favoritisme. Mais maintenant, cela ressemblait seulement à une capitulation. Cette nuit-là, je me tenais dans ma cuisine, fixant la clé en laiton suspendue près de la porte arrière, la clé de la maison de la plage, l'héritage de mon père, le seul endroit au monde qui ne m'avait jamais demandé de me faire petite ou de faire des compromis. Et soudain, j'ai compris, donner cette clé à Colin sans résistance serait l'effacement final de ma personne. Alors, quand j'ai rappelé ma mère, ma voix était douce, stable. Je lui ai dit que j'y réfléchirais, que je voulais m'assurer que la maison était prête. Elle a semblé satisfaite, peut-être même suffisante, certaine que je reprendrais mon rôle. Mais elle n'a pas entendu ce qui se cachait sous mes mots, le passage de la résignation à la résolution. Je n'allais pas discuter ou supplier. J'en avais fini avec ça. Au lieu de cela, j'allais donner à Colin exactement ce qu'il demandait, soigneusement emballé sous la forme d'un cadeau. Seulement cette fois, ce ne serait pas la clé de ma maison. Ce serait la clé de sa perte. Et avec cette décision, le silence que j'avais porté pendant des années s'est finalement fissuré, laissant place à quelque chose de plus tranchant, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Je ne me suis pas précipité. Agir impulsivement était l'habitude de Colin, pas la mienne. Au lieu de cela, j'ai avancé avec soin, une question à la fois, un pas tranquille après l'autre. S'ils pensaient que j'allais simplement leur remettre les clés de l'héritage de mon père, ils se trompaient. J'ai commencé par des gens qui connaissaient Colin depuis plus longtemps que je ne pouvais le supporter. Un ancien partenaire commercial a répondu à mon appel avec un rire amer. Colin ? Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis qu'il a abandonné le projet de restaurant. Il m'a laissé avec des fournisseurs impayés et un procès. J'espère que vous n'appelez pas pour le défendre.
Sa voix ne laissait aucun doute sur le fait que mon frère était plus un escroc qu'un entrepreneur. Une autre connaissance m'a parlé d'une start-up technologique ratée, tape à accent grave l'œil sur le papier mais creuse en pratique, financée par des prêts que Colin n'a jamais remboursés. Plus je posais de questions, plus les histoires concordaient, charme, promesses, et une traînée de dettes assez épaisses pour étouffer quiconque s'approchait de trop près. Les ragots de la petite ville ont comblé les vides. Au marché, une vieille voisine s'est penchée sur son chariot et a baissé la voix. J'entends dire que la banque rôde. Votre frère a des mois de retard. Heureusement qu'il a trouvé une femme comme Léona, bien que sa famille soit respectable. Ou du moins, elle l'était avant la crise. Cela m'a poussé à fouiller les registres publics. Il n'a pas fallu longtemps pour les trouver, des avis de saisie immobilière sur la propriété de la famille de Léona, une série de privilèges qui traduisaient le désespoir en noir et blanc. Pièce par pièce, l'image s'est précisée. Ce mariage n'était pas une question d'amour éternel ou même d'apparence. C'était une question de survie, cousue de fil blanc avec un espoir fragile et un sentiment que tout lui était dû. La maison de la plage n'avait pas été choisie parce qu'elle était romantique. Elle avait été choisie parce qu'elle était stable, précieuse, inébranlablement mienne. J'ai fermé mon ordinateur portable un soir avec la claire compréhension que la lune de miel de Colin n'avait jamais été conçue pour les vagues ou les couchers de soleil. Il s'agissait d'un levier, d'utiliser le seul endroit que je possédais encore en pleine propriété pour masquer le sol qui s'effondrait sous lui. Et s'il était prêt à miser son mariage sur cette illusion, alors il était temps que je décide quelle vérité j'étais prête à placer entre ses mains. Une fois que les pièces étaient étalées devant moi, le plan s'est presque écrit de lui-même. Je n'allais pas crier, accuser ou supplier qui que ce soit d'écouter. Cela n'avait jamais fonctionné avec ma famille. Ils préféraient le charme de Colin à ma raison. Alors, à la place, j'allais faire ce à quoi ils s'attendaient le moins, leur tendre la vérité comme si c'était une bénédiction. J'ai commencé à rassembler les avis de justice téléchargés des registres publics, les lettres de créanciers laissées sans réponse et de vieux articles de journaux économiques locaux qui relataient les entreprises éphémères de Colin et les désordres qu'il laissait derrière lui. Chaque page confirmait ce que je savais déjà, son image dorée n'avait été que des guirlandes recouvrant la pourriture. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai également inclus des documents sur la famille de Léona, les saisies et les privilèges qui racontaient une histoire plus discrète de désespoir. Ce n'était pas pour l'humilier, mais pour compléter le tableau. Ce mariage n'était pas une union d'amour mais de nécessité, et je voulais qu'ils le voient tous deux dessinés avec une encre qui ne pouvait être effacée. J'ai glissé le tout dans un portefeuille en cuir, du genre de ceux que les professionnels utilisent pour les présentations. Cela semblait approprié. Colin avait toujours aimé se donner en spectacle comme s'il était important, comme si le monde se pliait à ses promesses. Qu'il feuillette donc une représentation de sa propre création. À l'extérieur, j'ai soigné chaque détail, du papier cadeau argenté, lisse et impeccable, un large ruban blanc noué parfaitement au centre, le genre de paquet qui a sa place à l'avant d'une table de cadeaux, admiré avant d'être ouvert. J'ai placé une carte sur le dessus, mon écriture stable. Pour Colin et Léona, avec amour. Puisse ce cadeau vous être utile pour construire un avenir ensemble. Quand j'ai eu fini, j'ai posé la boîte au milieu de ma table de salle à manger et je l'ai contemplée. Elle semblait inoffensive, presque élégante, mais je savais ce qu'elle contenait. Pas de la vengeance, pas de la rancune, juste la vérité stratifiée et indéniable. Et bientôt, la vérité arriverait à leur porte, attendant d'être déballée. Cela n'a pas pris longtemps. 2 jours après avoir laissé le paquet à l'appartement de Colin, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai laissé sonner une fois avant de répondre, en stabilisant ma respiration. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Sa voix était déjà sur un ton aigu, assez perçant pour faire vibrer la ligne. « Tu trouves ça drôle ? Tu as gâché notre semaine de mariage. » Derrière lui, j'entendais des pleurs étouffer Léona, sans aucun doute, et le bruissement de papier claqué contre quelque chose de dur. Le son de mon portefeuille déversant son contenu sur leur sol se déroulait exactement comme je l'avais imaginé. « Je t'ai envoyé un cadeau », ai-je dit d'un ton égal. « L'as-tu ouvert ? Tu appelles ces ordures un cadeau ? Tu es folle, Sarafène, à déterrer des mensonges, à m'humilier devant ma femme. Ce ne sont pas des mensonges, Colin. Chaque page de ce dossier est un document public. Si tu te sens humilié, c'est parce que la vérité ne te flatte pas. » Cela ne fit que l'exciter davantage. Un flot de jurons s'échappa. Et puis une autre voix intervint, celle de ma mère. « Sarafène, comment as-tu pu faire ça à ton frère le jour de son mariage ?
Tu es jalouse. C'est tout. Tu as toujours été envieuse de son succès. J'ai failli rire, mais ma voix est restée calme. Si par succès tu entends des dettes impayées, des poursuites en cours et des banques qui le pourchassent, alors oui, je suppose que je suis envieuse de ne pas avoir ces distinctions. Ne déforme pas les choses, a-t-elle lancé sèchement. Tu as mis cette famille dans l'embarras. Non, mère, ai-je dit, en baissant la voix jusqu'à ce qu'elle soit presque aussi stable que la pierre. Colin s'est mis lui-même dans l'embarras. Tout ce que j'ai fait, c'est lui tendre un miroir. La ligne est restée silencieuse un instant, remplie seulement par la respiration saccadée de Colin et les sanglots de Léona en arrière-plan. Je savais qu'il voulait que je m'effondre, que je me défende, que je m'excuse d'avoir osé sortir de mon rôle, mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce que Colin finisse par raccrocher, claquant la porte sur ses propres mots. Et je savais que ce silence ne resterait pas longtemps confiné entre les murs de leur appartement. L'onde de choc a commencé presque immédiatement. À la fin de la semaine, j'ai surpris des murmures à la bibliothèque où je travaillais, des voisins chuchotant sur les dettes de Colin, les poursuites qui refaisaient surface, les créanciers qui se mettaient soudainement en mouvement avec une rapidité renouvelée. Il semblait qu'une fois que les documents avaient quitté les confins de ce papier cadeau argenté, ils avaient trouvé leur chemin vers une plus large circulation. Son image soigneusement polie ne pouvait pas supporter le poids des pistes écrites et des factures impayées. La colère de Léona était plus bruyante que celle de Colin. Un cousin m'a appris qu'elle avait quitté leur appartement en trombe après avoir découvert tout ce qu'il avait dissimulé, les avis de saisie, les procès, les promesses qu'il lui avait faites sur un avenir stable. Tout cela n'était que mensonge. Elle s'était engagée dans un mariage bâti sur les apparences, mais pas dans un mariage bâti sur du sable. Mes parents ne l'ont pas bien pris. Ma mère en particulier marchait en ville le menton haut, mais je savais qu'elle entendait les chuchotements. Pendant des années, elle s'était vantée des entreprises de Colin, de son esprit d'entreprise, du fils destiné au succès. Maintenant, ces mêmes voisins la regardaient avec de minces sourires, le genre réservé à quelqu'un dont les histoires s'étaient effilochées. Je n'ai rien dit, ni à eux, ni à personne. J'allais au travail, je rentrais chez moi, je m'occupais de mon petit jardin, et je laissais le silence faire ce que des années de mes paroles n'avaient jamais pu accomplir. Je n'avais pas inventé sa chute. J'avais simplement exposé les preuves. Le reste, c'était la gravité, qui entraînait tout vers le bas. Un soir, alors que le soleil plongeait dans l'horizon, j'ai marché jusqu'à la plage derrière ma maison. Les vagues arrivaient, régulières et certaines, léchant le rivage comme elles l'avaient toujours fait. Pour une fois, je ne me sentais pas invisible. Je n'avais pas besoin de parler pour être entendu. Et alors que la marée se retirait, laissant le sable propre et nu, j'ai compris que certaines choses, comme les réputations bâties sur des mensonges, n'étaient jamais destinées à durer. La tempête était passée, bien que ses échos persistent. Colin s'était retiré dans le silence, Léona dans la colère, mes parents dans un déni cassant. Aucun appel n'est venu, aucune excuse, seulement le faible bourdonnement des ragots qui parcouraient la ville. Pour une fois, je n'ai ressenti aucune envie de rectifier les faits ou de m'expliquer. La vérité avait déjà parlé plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Un soir, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai posé le pied sur le sable frais derrière la maison de la plage. La marée venait de commencer à monter, s'enroulant sur le rivage en long et patient mouvement. Chaque pas enfonçait mes pieds plus profondément dans la terre, m'ancrant à un lieu qui m'avait porté à travers le deuil de mon enfance et maintenant cette mise au point. J'ai pensé à toutes les années où j'avais attendu de la reconnaissance, une petite mesure d'approbation de la part des gens qui m'avaient toujours tenu à la marge de leur cercle. Cette fin m'avait façonné, usé, convaincu que le silence était une force. Mais maintenant, debout pieds nus au bord de l'eau, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur permission pour appartenir. La maison de la plage était plus que du bois vieilli et des fenêtres en verre, c'était le dernier cadeau de mon père, un sanctuaire d'été rempli d'air salin et de rire, et la preuve que je pouvais survivre au poids de l'exclusion. Ils pouvaient essayer de prendre les clés, de diminuer ma valeur, de m'effacer de leurs étapes importantes, mais ils ne pouvaient pas m'enlever le sol sous mes pieds. J'ai levé le visage vers le vent et j'ai senti quelque chose de stable s'installer en moi. Je ne serais peut-être jamais pleinement accepté par ma famille, mais l'acceptation n'était plus ma monnaie d'échange. Le respect l'était. Et le respect, j'ai enfin compris, n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient accorder. C'était quelque chose que je revendiquais. Le sang fait de vous des parents, mais c'est le respect qui fait de vous une famille. Et en me retournant vers la lueur de la maison, j'ai su que j'avais reconquis ce qui avait toujours été à moi.